Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Et donc, comme j'ai bien compris qu'aujourd'hui il y avait une prime au Val d'Oise, je donne la parole à Emmanuel Morel, député du Val d'Oise, après un ancien député du Val d'Oise, parce que Jean-Pierre était député du Val d'Oise, comme tu le sais, député de la même circonscription même, donc puisque je connais un tout petit peu ma carte électorale, parmi mes nombreux défauts. Emmanuel, je te cède la parole. Voilà, ça marche ou pas? Celui-là marche aussi. C'est bon. Merci pour cette introduction. Il faut toujours payer ses dettes à nos maîtres. Et tu as eu raison de rappeler le rôle de Jean-Pierre dans ma vie politique. C'est lui qui m'a présenté Jean Poprennes quand j'étais tout jeune, mais vraiment tout jeune. À l'époque, j'étais jeune popreniste, qui apparaissait pour beaucoup de gens comme une sorte d'oxymore. Toujours d'ailleurs. Mais je constate quand même qu'aujourd'hui, les très jeunes aiment beaucoup les très vieux dans la vie politique à gauche. Suivez mon regard. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être plus que septuagénaire et mobiliser des jeunes gens. Voilà. Bon, ceci étant dit, le sujet est quand même assez vaste. Hein. Jean Poprennes et le monde, franchement, c'est vaste comme le vaste monde. Et en plus, moi, j'ai un problème. Je ne suis pas historien professionnel. Je n'ai pas été un long compagnon de route comme Philippe, puisque j'ai connu Poprennes les dernières années de sa vie. Donc, ça sera vraiment très, très impressionniste. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Poprennes n'était pas franco-centré. C'est-à-dire que toutes les réunions qu'on faisait, y compris les réunions internes de préparation, de conventions, de congrès, enfin toutes ces choses très fastidieuses que beaucoup de gens dans cette salle connaissent, Poprennes commençait toujours son exposé par un vaste panorama qui mêlait d'ailleurs de l'histoire, de la géographie, de la démographie, les sciences économiques. Enfin, c'était quand même assez complet. Et comme beaucoup de gens de cette génération, le plan était assez simple. C'était le monde, l'Europe, la France, le parti, le courant. Voire même le sous-courant, pour certains. Mais par contre, quand il parlait du monde, ça c'est sûr, c'était très impressionnant, parce qu'il y avait des grandes connaissances historiques. D'ailleurs, alors je pense que ça a été dit ce matin, mais Poprennes, c'était vraiment un bon historien. D'ailleurs, à la grecque d'histoire, il était devant Jean Delumeau. Il est arrivé en 1, Delumeau en 2 et Pierre Chaunu en 3. Et d'ailleurs, ses plus beaux textes sont des textes d'histoire. Il y a un texte qui n'est pas reparu, qui est magnifique, qui s'appelle Des Trois Glorieuses jusqu'au Printemps des Peuples, donc 1830-1848, que Poprennes a écrit. Il y avait une préface de Jean-Louis Bory. Et c'est un texte magnifique. Magnifique, dans les années 70. C'est introuvable, évidemment. Mais enfin, voilà, c'était quand même... alors évidemment, pour un très jeune homme, c'était très impressionnant, surtout qu'il avait une voix de stentor, des mains très très grandes, puis une façon un peu péremptoire de présenter les choses. Donc, et oui, en effet, il y avait toujours cette dimension internationale, mais qui est assez logique. Pourquoi ? Parce que Jean Poprennes était fidèle à sa formation initiale. C'était un marxiste, anticolonialiste et internationaliste. Voilà. Bon. Là encore, que c'était très très banal, mais c'est sa formation initiale. Internationaliste, il l'était très jeune quand il était communiste. Il s'intéressait au reste du monde communiste. Je rappelle quand même, je ne sais pas si ça a été dit ce matin, mais enfin, il avait été repéré par le PC comme étant un intellectuel prometteur et envoyé à Bucarest pour le Cominform, pour traduire des textes. Alors, comme il dit, c'était vraiment sculpté de la langue de bois, quoi. Mais enfin, il avait cette expérience-là. Et puis, comme toute sa génération, il était très marqué par l'Algérie, la décolonisation, et donc un militantisme, somme toute, assez classique dans cette période, même s'il y avait toujours ce souci dès ses premiers textes. Quand il quitte le PC, c'était des Tribune du communisme, le PSU, et puis tous les myriades de petites... le GCS et tout ça, il y avait toujours ce souci de... L'UGCS, pardon, je ne sais pas ce que j'ai... ce souci de l'Organisation internationale des travailleurs. Ça, c'était d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, je rappelle son dernier texte, son dernier édito, c'est hyper émouvant, c'est là-dessus. Voilà... On est confronté à un capitalisme très agressif. L'Union européenne, enfin ça ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, mais Communauté européenne n'aide pas franchement les travailleurs. Et l'enjeu, c'est son dernier édito de vue de gauche, c'est susciter
la création d'une internationale des travailleurs, et notamment au niveau européen, face à un capital qui est mondialisé. C'était vraiment son obsession dès le début, ça a été le fil conducteur. Et donc voilà, c'est un internationaliste marxiste qui se transforme progressivement. C'est peut-être ça dont moi j'aimerais parler, parce que c'est là où j'ai le plus connu. Il y a un essai de théorisation de ce que j'appellerais un altermondialisme social-démocrate. Pourquoi je dis ça? C'est parce que arrive l'épreuve du pouvoir, donc les années 80, évidemment très vite la confrontation avec la réalité, les rapports de force internationaux, les rapports de force mondiaux. Et contrairement à beaucoup de socialistes de l'époque, qui étaient, on va dire, dans le pur pragmatisme, Popren a toujours eu cette obsession de théoriser ce qu'on est en train de faire et le moment politique. Et donc lui, et ça c'est vraiment très important, dans les premiers textes de 81, il y a un livre qui s'appelle, c'est Changer le pouvoir en 81, puis pour moi un de ses textes les plus importants, Le nouveau contrat socialiste en 85, puis tout ce qu'il a fait, Jean-Marc était encore là, les rencontres de la Sorbonne, 89. Il y avait vraiment ce souci de donner un corpus théorique à ce que ça pourrait être un internationalisme à la mode social-démocrate. Parce que Popren assume l'expression social-démocrate. C'est un peu paradoxal. On n'a jamais trop su ce que c'était la social-démocratie en France, mais Popren essayait de lui donner un contenu théorique. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il dit, il dit, alors c'est surtout vrai après la chute du mur, mais ça l'est déjà dans les années 80, il dit voilà, on est dans des phases de déséquilibre. Le passage à la mondialisation du capital, c'est des phases de déséquilibre. Et la social-démocratie authentique, digne de ce nom, c'est rétablir des nouveaux équilibres partout où c'est possible. Alors évidemment, celui auquel on pense le plus spontanément, c'est l'équilibre entre le capital et le travail. Bien sûr, entre la propriété privée et le secteur public. Mais il va bien au-delà, il développe, et avec beaucoup de lucidité et de prescience, les nouveaux équilibres qu'il va falloir essayer de susciter. Et il parle notamment, ce qui est fascinant, c'est que dès les années 70 et beaucoup dans les années 80, Jean Popren parle d'écologie. Il dit voilà, on a un problème, c'est qu'une croissance non maîtrisée dans le monde occidental, avec le rattrapage des pays du tiers-monde, ça va créer un certain nombre de pollutions, de problèmes, de déséquilibres. Et la social-démocratie moderne, à l'européenne, elle doit s'intéresser aux équilibres dans l'environnement. Il parle beaucoup aussi de démographie. Je pense que c'est un des premiers socialistes de cette période, en tout cas ceux que je connais, donc on parle des années 70-80, qui est obsédé par ces questions. Alors c'est vrai dans Socialiste, la chute finale auquel tu faisais allusion, mais en fait c'est vrai dès 85, où il dit il est impossible de ne pas poser la question. Il se fonde sur toutes les études des démographes qui annoncent ce qui va se passer aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une expansion très importante du sous-continent indien, la Chine, et puis le resserrement démographique de l'Europe. Et il dit, si on ne prend pas en compte cette question, si on n'arrive pas à en tirer des conclusions politiques, on va au-devant de graves déconvenues. Et puis il y a aussi toujours dans les années 80, fin des années 80, il y a aussi l'angoisse qui naît d'un monde qui devient multipolaire, mais un peu multipolaire dans l'anarchie, qui suscite du rejet, du repli, du ressentiment, et l'émergence des obscurantismes, enfin le retour des obscurantismes et des intégrismes de toutes sortes. Et Popren, de ce point de vue-là, a toujours tiré les sonnettes d'alarme sur l'intégrisme religieux, pas seulement en France, on a parlé de l'affaire de Creil et tout ça, mais au niveau mondial, en faisant bien attention à prendre des exemples dans tous les continents, c'est-à-dire à la fois la résurgence d'un catholicisme très agressif ou d'un protestantisme très agressif en Amérique du Sud, mais aussi bien sûr l'intégrisme musulman, dont il parlait beaucoup, parce que ça c'est aussi une dimension importante de son intérêt international. Il aimait beaucoup discuter avec des dirigeants étrangers ou des chefs d'État étrangers. Et par exemple, je me souviens qu'il nous parlait beaucoup de ses entretiens avec Benazir Bhutto. Vous vous en souvenez, pour ceux qui ont connu, ou Indira Gandhi. Enfin voilà, Indira Gandhi, parce qu'il y avait une mission du président Mitterrand, je crois, au début des années 80. Voilà, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est cette attention de tous les instants aux questions internationales, et le souci en France comme au niveau mondial. Je dis en France parce que après 83,
il y a quand même un embarras doctrinal des socialistes. Hein. Bon, Jospin parle de parenthèse, mais enfin, une parenthèse, ça ne fait pas rêver. Et Popren dit, et c'est écrit dans tous les congrès, y compris jusqu'au congrès de Lille en 87 et même avant, il faut qu'on arrive quand même à donner un contenu doctrinal à ce qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'il sort l'histoire du nouveau contrat social. Alors, bon, évidemment, il faut voir l'époque, mais c'était l'idée que... il y a une offensive du capital, le travail est un peu dans les cordes, et nous, ce qu'on doit faire, nous, notre rôle de socialiste, républicain, français, à la fin du XXe siècle, c'est de construire un rapport de force qui soit le moins défavorable possible au monde du travail et qui nous permette d'arracher un certain nombre de conquêtes, qui fait qu'on est dans le compromis et pas dans la défaite en race campagne. C'est d'ailleurs étonnant que on ait toujours présenté Popren comme un archaïque... la presse, enfin, il n'y a pas que la presse, hein, mais aussi certains au Parti socialiste, mais c'était à peu près tout le contraire. Et lui, en plus, il avait ce souci d'essayer de théoriser ce qui était en train de se passer et que d'autres ne faisaient pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, contrairement à ce que j'ai entendu dire souvent, c'est l'anti-molétisme par excellence. Hein. C'était pas je parle très à gauche et je conçois qu'on puisse agir à droite. Non, c'est qu'il essayait de faire coïncider l'action et la théorie. C'était son obsession du début jusqu'à la fin. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Alors après, il y a la question. Bon, il y a des questions qui émergent quand on parle de Jean Popren et Le Monde. C'est d'abord son rapport particulier à Israël. J'en ai parlé avec lui, c'était vraiment à la fin de sa vie. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais en tout cas, c'est sûr que c'était totalement identitaire et c'est le genre de sujet sur lequel il ne fallait pas rigoler, quoi. Je me souviens d'ailleurs qu'il avait perdu beaucoup de jeunes socialistes au moment, alors un peu avant la guerre du Golfe, où il était sur une position très dure, intransigeante même. Non pas par atlantisme, parce que je crois que c'était pas de l'atlantisme, c'est plutôt cette idée que dans ce nouveau monde post de bloc, il fallait imposer le respect du droit international, y compris par la force. Et d'ailleurs, dans ces 2 derniers livres, il pose la question, sans d'ailleurs trancher complètement, du droit d'ingérence. C'est quoi les fondements du droit d'ingérence? Comment faire ça? Moi, voilà, c'est des sujets qui étaient importants. Puis le deuxième sujet, c'était la question européenne, où là aussi... Au début, je dirais que c'était plutôt, on va dire, la pensée socialiste mainstream sur la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, sans grande imagination. Mais quand même, il essaie là aussi de donner une armature théorique dans le nouveau contrat socialiste, mais surtout dans Socialiste, la chute finale, où en gros, il dit... D'abord, il dit quelque chose, c'est ce qui explique la différence peut-être avec Chevènement, hein. Il dit la nation, c'est très important, mais ça n'est pas forcément immuable. Voilà, les nations, comme les civilisations, sont mortelles. Il y aura peut-être et sûrement besoin de s'organiser à un niveau supérieur. L'Europe peut apparaître comme le niveau pertinent pour répondre à la mondialisation libérale, mais pour ça, il faut un certain nombre de conditions. Il le dit avant Maastricht. Il y a plein de textes où il dit ça n'est possible que si l'Europe marche sur ses 2 jambes, c'est-à-dire d'un côté un marché, mais de l'autre la protection des travailleurs. Et puis après Maastricht, il y a quand même une forme d'amertume. Et d'ailleurs, dans ses derniers textes, il écrit noir sur blanc, si c'était à refaire, Maastricht, il ne faudrait pas le refaire comme ça. Il écrit, bien qu'il ait été un fervent partisan du oui. Enfin, il écrit quand même noir sur blanc que Maastricht, c'était une forme d'occasion manquée et que ça va être dur pour les travailleurs de se sortir de cette difficulté. À la fin de sa vie, Popren a négligé les affaires de parti, mais c'est aussi parce qu'il avait bien conscience qu'il était minoritaire, voire marginal. D'ailleurs, très cruellement, Libération, j'aurais beaucoup voulu. Ils avaient fait un papier à sa mort en disant « minoritaire pour l'éternité ». C'était vraiment le truc par le petit bout de la lorgnette. D'autant plus, je ne crois pas que, contrairement à ce qu'on a écrit, je ne crois pas qu'il y avait un confort intellectuel à être dans la minorité. Pas du tout. Il se trouve que le Parti socialiste d'alors était plutôt défendait un certain nombre de thèses qui n'étaient pas totalement en phase avec ce que pensait Popren. Mais à la fin de sa vie, il était très intéressé par les questions internationales, bien plus que par les questions françaises.
D'où la création, le Nouveau Monde. Ah, au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, des événements très importants. J'ai parlé des rencontres de la Sorbonne, ça c'était 89, avec Laurent Fabius, Michel Rocard, introduit par Jean-Marc Ayrault, donc qui était un moment fort d'un point de vue intellectuel. J'ai relu les actes, pour le coup. Et puis, surtout, moi, ça, j'y ai participé directement, avec d'autres, évidemment, c'est le Face à Davos, qui était le dernier grand événement qu'il a organisé, où là, il y avait quand même l'esquisse d'un altermondialiste réformiste, où il disait, voilà, là, il faut absolument qu'on s'organise au niveau mondial. Il avait prévu une série de forums anti-Davos dans toute l'Europe. Il y avait un événement qui devait avoir lieu à Bruxelles. Il avait pris contact avec des dirigeants socialistes. Ça, c'était son obsession, c'était que le PSE serve à quelque chose. Bon. Le Parti socialiste européen, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, évidemment, on peut dire que de ce point de vue-là, ses vœux n'ont pas été exaucés pour bien connaître le PSE. Mais il était obsédé, et à mon avis à juste titre, à l'idée que on ne pourrait pas s'imposer dans le rapport de force si on n'était pas capable d'organiser les partis socialistes et sociodémocrates au niveau européen, mais organiser vraiment. Et pas que ça soit un symposium des dirigeants qui se réunissent de temps en temps pour échanger des amabilités et sans jamais travailler sur le fond. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui et c'est navrant. De la même façon que l'international socialiste, qui normalement son sort devrait tous nous passionner, nous interpeller, nous mobiliser. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est assez triste. Mais ça, c'était vraiment son obsession. Et face à Davos, c'était quand même le début. C'était un altermondialisme raisonné, pas révolutionnaire, même s'il regardait d'un œil très intéressant ce qui se passait, les premiers mouvements. Et puis en plus, il avait rencontré un certain nombre d'acteurs à la conférence de Rio 92, où Popren était, ça l'avait beaucoup enthousiasmé. Je reviens sur le côté écolo, on ne le dit pas assez. Popren, c'est un des premiers socialistes à dire que la dimension écologique est absolument fondamentale quand on est un social-démocrate. Il le dit, il le redit, et encore une fois, à la fin des années 70, début des années 80. Donc voilà. Il y a un texte que je n'ai pas retrouvé, et je le regrette, j'en parlais à certains copains, parce que c'est le dernier texte théorique du courant Popren sur les questions internationales, ça s'appelle « Les socialistes et le village planétaire », 95 de mémoire, un petit peu avant Face à Davos, où là aussi, il essaye de donner un contenu théorique à cette intuition qu'il faut construire une alternative au capitalisme mondialisé via une internationale des sociodémocrates et des réformistes. Voilà. Donc en fait, on peut pas. Donc il faut bien le dire. Il a été passionné par les questions internationales. Il était très féru. Qu'est-ce que tu dis, Philippe ? Il était quand il a fait Vue de gauche. Je me souviens que les premiers articles, il demandait à... il y avait même un texte de Bill Clinton, c'était très chic, mais il demandait à Felipe González, aussi Naït Ahmed et tous les gens un peu qui pensaient ces choses-là, parce que vraiment, pour lui, c'était très important d'inscrire son action et notre action de socialiste dans une dimension internationale. Et je le répète, et je finis par là, je trouve très émouvant que son dernier texte, son dernier édito, juste avant donc la veille de son accident, qui s'appelait la ronde des luttes, je crois que donc ça s'appuyait sur un exemple français, mais que ça se concluait par l'impérieuse nécessité pour les travailleurs de s'organiser au niveau mondial. Et de ce point de vue-là, je ne sais plus qui parlait de la dimension syndicale, mais c'est vrai que dans le poprénisme, il y a aussi cette idée qu'il ne faut jamais séparer le militantisme politique et l'action des forces sociales via les syndicats, via le monde du travail. Et de ce point de vue-là, ça reste pour le coup d'une étonnante actualité. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je donne la parole maintenant à Philippe Bassinet. Oui, merci. Je ne présente pas. Alors moi, j'ai connu Popren un peu plus tôt, puisque ma première rencontre, c'est en décembre 1967. Et j'avais lu dans Le Monde la création de l'Union des groupes et clubs socialistes. Et je voyais là une porte de sortie à mon dilemme. Vais-je adhérer au PSU ou à la Convention des institutions républicaines ? Et j'avais trouvé une synthèse.
Et je voudrais par ailleurs témoigner, parce que je n'y reviendrai pas, sur le fait que Popren s'est occupé très tôt des questions d'environnement et de la nature, puisqu'un des premiers numéros des Cahiers de Véris, et qui a eu beaucoup de succès, était consacré à ces questions sous l'égide de Christian Morin. Et d'ailleurs, quand il a été nommé délégué national en charge de la politique industrielle, des questions énergétiques et quelques autres questions, j'ai participé à plusieurs réunions avec lui sur les questions de politique énergétique, et au premier débat avec le monde écolo qui se constituait et qui a donné lieu à de bons affrontements, puisque je me souviens d'une colère de Paul Lusseau, les traitant d'antidémocratiques, puisqu'il menaçait de vouloir éteindre tous ceux qui pouvaient défendre l'énergie nucléaire. Ceci étant dit, je voudrais en revenir à l'international, puisque tel était le sujet qui m'a été confié. Bien évidemment, je ne vais pas brasser l'ensemble des questions de politique internationale, mais revenir d'abord sur un point particulier qui est le Moyen-Orient et Israël. Parce qu'il est vrai que Jean Popren avait une sensibilité particulière à ces questions et qu'il avait une position qui parfois était difficilement comprise. Je me souviens d'une conversation avec lui lorsqu'il y a eu sa première intervention à l'Assemblée nationale en 1973. Elle portait pendant la guerre du Kippour, sur les questions justement dans le cadre d'un débat organisé avec une procédure qui n'existe plus à l'Assemblée nationale, les questions avec débat, les questions orales suivies d'un débat. Ça, c'était pour la technique. Et Gaston Defferre, alors président du groupe socialiste, avait demandé à Jean Popren d'être porte-parole du groupe parce que, disait-il, il avait une position de synthèse et équilibrée, susceptible de faire l'unanimité chez les socialistes, ce qui a été à peu près le cas. Donc je vous rappelle 1973, la guerre du Kippour, l'Égypte et la Syrie envahissent le Golan et le Sinaï, c'est-à-dire ils tentent de récupérer les territoires qu'ils ont perdus pendant la guerre des 6 jours. 8 jours pendant lesquels la situation est difficile et du point de vue du combat, Israël retourne la situation militaire. Le débat à l'Assemblée nationale fait ressortir bien évidemment les opinions des uns et des autres, et je voudrais faire quelques citations sur ce que disait Jean Popren. D'abord, sur la recherche des causes immédiates. Il est vrai que c'est jamais dépourvu d'intérêt, encore que dans le cas présent, il n'y a guère matière à polémique sur l'origine de l'initiative de la reprise des combats. Origine qui n'a été sérieusement contestée ni au Caire ni à Damas. C'était difficile, effectivement. Et, dit-il, à notre avis, 2 principes intangibles balisent la voie de la paix. Tout d'abord, chacun des peuples, chacune des nations de cette région du monde a le droit de vivre en tant que nation. Ce droit de vivre pour chacune d'entre elles, comme pour toute nation dans les conditions du monde moderne, y compris dans les régions de forte tradition migratoire, signifie le droit à une assise territoriale stable, support d'un État national. Cela est vrai pour la nation arabe, cela est vrai pour le peuple et la nation d'Israël. Et poursuivait-il, chacun a le droit de vivre à l'intérieur de cette zone qui va de l'isthme de Suez aux confins occidentaux de l'Irak. C'est là que le droit à l'existence d'une nationalité palestinienne peut trouver sa sanction territoriale, et ce ne peut être à l'évidence aux dépens du droit à l'existence de la nation israélienne, inséparable de son droit à la sécurité. Et poursuivait-il, car pour le peuple d'Israël, comme pour tous les peuples, le droit de vivre signifie le droit de vivre en paix, dans la liberté. Il y a une grande inconséquence et peut-être quelques roueries à reconnaître à Israël le droit d'exister et à lui en refuser tous les moyens. Nous comprenons les sentiments qui animent les Arabes dans leur tentative de ressaisir des territoires qu'ils considèrent comme leurs, mais ces tentatives et cette quatrième guerre d'Israël, tout particulièrement assortie du refus de reconnaître l'État d'Israël, ne peuvent qu'enraciner
la conviction des Israéliens qu'ils n'ont d'autre garantie de survie que dans leur propre effort politique et militaire. Car de ce côté-là, c'est de la vie ou de la mort d'un peuple qu'il s'agit. Le terrible déséquilibre de l'enjeu est une donnée impitoyable. Bon, je pourrais multiplier les citations, et après ça, il mettait en cause le ministre des Affaires étrangères, qui, je vous rappelle, était Michel Jobert, dont les sentiments étaient bien connus pour ce qui était de ce conflit. Et la politique française, qui consistait à vendre des armes à toutes les parties belligérantes pendant le conflit, en appelant en même temps au retour à la paix et au désarmement. Ce qui est assez une constante de la politique française dans ce domaine. Alors, ce débat, ces prises de position, qui avaient d'ailleurs suscité une... Je l'ai retrouvé par hasard, ça m'avait échappé à l'époque. M. Dumas critique M. Popren. Dans un article du Monde, Roland Dumas, ancien député, président du Club Relève socialiste, dont j'ai oublié l'existence, s'étonne des déclarations faites lors du débat sur le Proche-Orient à l'Assemblée nationale par Jean Popren, député du Rhône, etc. Évoquant les sentiments qui animent les Arabes, M. Popren a notamment parlé de leur tentative de ressaisir les territoires qu'ils considèrent comme leurs, note M. Dumas. La position qu'implique cette formulation paraît en contradiction à la fois avec le programme du Parti socialiste et le programme commun de l'Union de la gauche. Pour ce qui est de la deuxième partie, c'est certainement vrai. Et on pourrait multiplier après ça les déclarations de gens relatives à Israël. Je me souviens d'en avoir parlé avec lui à plusieurs reprises, déjà après ce débat, parce que je venais d'être nommé responsable du CULC, du courant unitaire de lutte de classe, comme nous disions à l'époque, de mon département. Et un certain nombre de camarades s'étaient élus d'une position qu'ils trouvaient trop hostile aux pays arabes. Donc il m'avait dit, il faudra qu'on ait un débat approfondi sur cette question, nous n'y manquerons pas, et le débat n'a jamais eu lieu. Ou du moins d'une manière large et approfondie. Ceci étant, j'en avais parlé avec lui, j'en ai reparlé, il attachait une importance toute particulière au fait qu'il y ait à l'époque un seul État démocratique dans cette partie du monde, c'était Israël. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, c'est une autre affaire. Mais à l'époque, je vous rappelle quand même, c'était les travaillistes israéliens qui étaient au pouvoir et que c'était effectivement une démocratie. Et il a toujours attaché une très grande importance à ce qui se passait en Israël. En 1981, il a demandé à être président du groupe d'amitié France-Israël. En 1986, la présidence est revenue à un RPR, mais il a demandé à avoir une vice-présidence. Et constamment, il a été attentif, répétant qu'Israël avait un droit d'existence primordial et que c'était simplement par la négociation qu'on pourrait arriver à la fois à une situation de paix et une situation de stabilité. C'est le premier point dont je voulais parler, parce que c'est vrai que... Et même, j'ai retrouvé, enfin, je l'ai cherché spécialement parce que je m'en souvenais, une motion du Congrès du Parti socialiste en 1993, parce qu'il me revenait qu'il avait fait corriger ce que nous avions mis sur le conflit israélo-arabe dans le texte de la motion. Donc c'est un point auquel il a toujours été très attentif. C'est le premier point dont je voulais parler. Le deuxième point, la guerre du Golfe. Si tu peux éviter d'en faire 14, ce serait... Non, mais je n'en ferai de dire ça parce que je vois l'heure. Je n'en ferai que deux. La guerre du Golfe. Alors, comme le disait Emmanuel, c'est vrai que la guerre du Golfe a suscité quelques difficultés auprès de jeunes peuprenistes notamment, pas seulement d'ailleurs de jeunes peuprenistes, de jeunes socialistes d'une manière générale. Mais dès le début, Jean a été sur la position qui était celle de François Mitterrand. Il a d'ailleurs été un des rares ministres autorisés à s'exprimer pendant tout le conflit sur la question du Koweït. Et ceci a pu paraître poser des problèmes, puisque on peut dire que la guerre du Golfe a imposé aux socialistes dans leur vision des relations internationales
une conversion certaine. Peut-être un peu semblable à ce que nous avait imposé le tournant de la rigueur, parce qu'on s'est engagé dans une guerre pour défendre aux côtés des États-Unis une monarchie pétrolière contre un État qui, jusqu'alors, était paré des vertus de la laïcité et du progressisme. Mais le fait qu'en termes de droit international, Koweït ait été envahi, primait, le droit avait été bafoué, il fallait être du côté du droit et rétablir le droit à l'existence de cet État, quelle que soit son organisation. Ça a été un débat difficile à l'intérieur du Parti socialiste. Je me rappelle qu'en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous avons tous signé une déclaration, députés et membres du comité du Conseil national, approuvant les positions de François Mitterrand dans cette affaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, face notamment à la démagogie que développait le CRS. Oui, quelques chrétiens de gauche qui avaient du mal. Mais, enfin, qui venaient de cette mouvance, peu importe. Alors, c'est vrai que il y a eu un moment un peu houleux au sein de l'ERIS, au sens large, enfin, que quelques jeunes poprénistes sont partis sur cette affaire, mais jusqu'au bout, nous avons approuvé ce qui a été fait, et en même temps, une fois que la guerre a été terminée, Jean a rappelé que ce n'était pas la fin du problème, qu'à côté de ça, il fallait bien évidemment préparer l'avenir. Je n'en dirai pas plus, parce qu'en plus, mon voisin lui a invité à la brièveté quand même. J'aurais pu parler de l'Europe, mais Emmanuel l'a fait. Face à Davos a toujours été pour Jean, pendant des années, avant même qu'on fasse ses colloques, etc., à partir du moment où Davos a existé, ça a été pour lui un point de repère chaque année. C'est là où le capitalisme international s'organisait au niveau mondial. Et c'est à ça qu'il fallait répondre. Et il fallait y répondre non pas seulement en France, mais avec toute l'Europe, ou du moins toute l'Europe occidentale et les partis socialistes d'Europe occidentale. C'est vrai qu'il l'a voulu, il l'aurait voulu, parce qu'il ne l'a jamais fait, organiser un grand nombre de colloques en Europe. Les premiers contacts avaient été pris, notamment, c'était plus facile avec les Belges, mais pas seulement, avec les Allemands, entre autres, pour avancer dans cette voie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à relire Face à Davos et à revoir les brochures du Nouveau Monde. Elles sont toujours d'actualité. Merci Philippe. Excuse ma presque impolitesse à ton égard, mais comme je te connais depuis longtemps, je me suis permis, Daniel, pour conclure cette table ronde, alors que Jean-Marc et son échange avec Emmanuel notamment, et d'autres. Je vais aller très vite parce que on m'avait demandé de bosser sur la guerre du Golfe et le Proche-Orient. Donc Merci. Je vais pas vous refaire tout ce que Philippe a très bien raconté, mais je peux faire peut-être un petit truc en plus, qui est d'expliquer comment ces positions sur la guerre du Golfe et sur le conflit israélo-palestinien s'articulent avec un certain nombre de points de doctrine que Popren exprimait par ailleurs. Alors, j'ai retrouvé une thèse dont je ne citerai pas l'auteur qui dit quelque chose qui est assez rigolo vu ce qu'Emmanuel et Philippe ont raconté, qui disait le seul courant qui n'a pas de doctrine en matière de politique étrangère au PS, c'est le courant popréniste. Alors, partant de là, je me suis dit, mais finalement, en fait, sur cette histoire de conflit israélo-palestinien et de guerre du Golfe, il y a non seulement une doctrine du courant popréniste, mais elle est assez hétérodoxe par rapport au reste
de ce qui s'exprime dans la gauche en général et dans le Parti socialiste en particulier. Alors déjà, pourquoi c'était original ? La position de Popren, j'ai pas retrouvé ce qu'il pensait du conflit israélo-palestinien qui existait déjà quand il était encore au PC. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il arrive au PSU, lors du congrès de fondation du PSU, il y a déjà les Israéliens qui sont représentés. Alors, c'était pas le Parti travailliste à l'époque, c'était le MAPAM. Le MAPAM, donc la gauche des kibboutz, autogestionnaire, et donc qui parlait beaucoup, je pense, à ce qui était le fond de sauce idéologique du PSU à l'époque. Et ensuite, quand il passe au PS, il y a effectivement beaucoup de liens, non seulement avec Avoda, donc Parti travailliste israélien, mais aussi classiquement chez Popren, avec la Histadrut, qui est donc le principal syndicat israélien, qui a l'originalité de détenir à l'époque près de 40% de l'économie réelle du pays. Et je pense que ça parlait à ce qu'il imaginait comme capacité des travailleurs à s'auto-organiser et à détenir concrètement l'économie. Donc tout ça, en fait, parle avec ce qu'il défendait par ailleurs comme projet pour la France. Et donc c'était effectivement original au PSU d'être pro-israélien parce que le reste du PSU était assez classiquement anticolonialiste, que ce soit les courants de la gauche chrétienne, les courants maoïstes ou les courants trotskistes qui existaient à l'époque. Alors quand il rejoint le PS, par contre, son côté pro-israélien est moins original, puisqu'on sait que, on va dire en gros, la verticale Blum-Guy Mollet a été longtemps très, très, très pro-israélienne, et c'est qu'à partir des années 60-70 qu'il y a un courant anticolonial et pro-palestinien qui se développe au PS. Donc il y a cette originalité-là, et maintenant on peut se demander concrètement d'où elle vient. Et pardon, sur la guerre du Golfe, on en a parlé, mais c'est pareil. En fait, il n'est pas original au sein du PS, puisque Mitterrand avait effectivement essayé d'aligner tout le monde, mais il est original à l'intérieur de la gauche socialiste, puisque le CRS est contre la guerre, et on sait que Chevènement démissionne 11 jours après le début de la guerre pour marquer son opposition, mais il est aussi original par rapport à ce qui s'appelait à l'époque la nouvelle école socialiste, et qui s'est appelée la gauche socialiste, donc globalement le courant Drey-Mélenchon, qui en fait à l'époque, bien que globalement mitterrandien, un axe de différenciation. Donc maintenant, on peut se demander d'où vient toute cette position, ces positions originales. Donc sur la guerre du Golfe, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire dans ces différents ouvrages, la position de Popren, elle était d'abord animée par le souhait de maintenir le cadre de sécurité collective qui avait émergé après-guerre avec l'ONU et qui trouvait son effectivité enfin après la chute du mur et la fin du monde bipolaire. Cette fin du monde bipolaire, elle a été accueillie avec enthousiasme dans les livres de Jean Popren parce qu'il imaginait qu'elle allait être remplacée par une multipolarité régulée dans le cadre de l'ONU, qui était l'espèce de pendant au niveau international des garanties démocratiques et libérales qu'il souhaitait défendre au niveau de chaque pays. Mais il y a plus, parce que j'ai trouvé dans un de ses livres des attaques très virulentes contre ce qu'il appelle le tiers-mondisme vulgaire de la gauche. Je vais le citer. L'anti-américanisme et le tiers-mondisme s'installent comme des critères véritablement structurels de l'engagement à gauche. Il n'est de progressisme qu'anti-américain, là est l'orthodoxie. Et évidemment, vous le connaissez, c'était contre cette orthodoxie qu'il souhaitait se positionner. Et il va même plus loin, il en rend responsable de cette orthodoxie ses ennemis habituels, donc les staliniens d'un côté et ce qu'il appelle les néo-socialistes de l'autre, c'est-à-dire la gauche chrétienne. Et je vais encore le citer. Le tiers-mondisme, lui, n'est pas un critère de la gauche, il est devenu le critère, il est devenu comme l'essence de la gauche, il est à coup sûr son conformisme, il est la zone de confluence de deux inspirations, de deux stratégies foncièrement contradictoires mais temporairement complices, celle des staliniens et celle des néo-socialismes. Donc, énorme phénomène compensatoire, exutoire planétaire d'une gauche qui, bloquée sur le réduit hexagonal, essaie de trouver respiration au souffle du grand large des déserts subtropicaux. Bon, voilà, c'est ultra violent, mais je trouve ça pertinent et plutôt intéressant, même si on essaye de ne pas faire de téléologie. C'est assez intéressant vu ce qu'on vit en ce moment. Il y a une certaine résonance avec l'actualité. Alors, il y a peut-être
Un dernier élément qui est intéressant et qu'on peut lire aussi dans Socialiste, la chute finale, c'est que finalement son soutien à Israël n'est pas isolé au Moyen-Orient. En fait, il se redouble d'un soutien aux Palestiniens, évidemment, et ça a toujours été le cas, parce qu'il y a beaucoup de thèses, notamment sur la position du Parti socialiste quant au conflit israélo-palestinien, qui classe Jean Popren parmi les soutiens indéfectibles d'Israël. C'est vrai. Mais dès le début, enfin autant que j'ai pu remonter, ça s'est toujours redoublé d'un soutien aux Palestiniens dès qu'ils ont pu avoir une existence politique nationale. Mais c'est pas tout, parce que à côté des Palestiniens, il y a la défense des Kurdes, il y a la défense des Arméniens qui sont pas strictement au Moyen-Orient, et aussi la défense des Libanais qui à l'époque étaient sous domination syrienne. Donc il y a dans cette histoire sans doute une résurgence des conceptions jacobines de Popren, et finalement il voit des États-nations possibles au Moyen-Orient, et il les positionne comme probablement l'émergence d'États-nations comme probablement une solution pour la paix là-bas. Il déteste les impérialismes ou les micro-impérialismes qui se déploient dans la région, et il voit dans les États-nations finalement la seule garantie de paix et de démocratie dans la région. Donc au final, sur le sujet du Moyen-Orient, la position de Jean Popren n'est évidemment pas inexistante. Elle est probablement originale, et elle doit son originalité au cadre idéologique global qu'il a déployé par ailleurs.